Donc, vous êtes sur la chaîne Twitch du Journal du Coin. Moi, c'est Flo. Et aujourd'hui, on va recevoir donc un projet avec qui on est partenaire, qui s'appelle Knowledge Process. Je vais pas en dire trop moi-même parce que je vais laisser nos amis qui font partie de l'équipe en dire plus. Je vais vous demander peut-être de vous présenter tout simplement déjà pour commencer, avant de présenter le projet en lui-même. Très bien. Écoute, je suis Yvan, le fondateur du projet. C'est un projet qui est né il y a un certain temps, en tout cas dans ma tête. J'avais déjà un organisme de formation qui est toujours d'actualité aujourd'hui en France. Et du fait de mon intérêt sur la blockchain, j'ai trouvé extrêmement intéressant de mettre en jointure le Web3 et tout ce que ça peut apporter en termes de certification, de scalabilité et de sécurité au domaine de l'apprentissage pour miser sur, en gros, une équivalence pour tout le monde de l'accès à l'apprentissage. Voilà, c'est un peu de là que c'est parti avec mon esprit qu'on peut aller voir sur LinkedIn avec mon profil. Voilà. Et je me suis, voilà. Et je me suis entouré de Benjamin, entre autres. On a une équipe assez large. Benjamin qui est arrivé il y a plus d'1 an avec nous sur le projet et qui a tout un historique qui paraissait extrêmement cohérent dans le cadre de la connaissance du Web3. Et du coup, tu disais que tu faisais partie, que tu avais donc déjà un organisme de formation. Tu peux nous en dire 2 mots? Alors, c'est un organisme de formation que j'ai monté en 2016, 2016. 2006, c'était autre chose. Et 2016, c'est un organisme que j'avais monté principalement pour les professionnels de santé. Donc, c'est un organisme qui s'appelle Octagy. On fait des formations pour les pharmaciens, pour les médecins, pour les kinés. C'est des mises à jour de compétences dans le cadre d'obligations. Donc, il y a des budgets qui sont attribués pour ça. Et c'est effectivement quelque chose qu'aujourd'hui on maîtrise, mais qui était un peu restreint. Donc, l'objectif était vraiment d'arriver à ouvrir toutes ces capacités d'apprentissage sur le monde. D'accord. Et toi, Benjamin? Je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, t'inquiète. Je m'appelle Benjamin, je suis avant tout un geek. J'ai eu une première carrière de 12 ans en tant que producteur de musique électronique, principalement. Mais en parallèle de ça, en fait, en 2012, au hasard, chez ma grand-mère, je regarde un documentaire Arte, je suis tombé sur le Bitcoin qui valait 200 € et le DeepNet, et ça m'a semblé hallucinant, en fait, à l'époque. Et ça m'a mis en mouvement. Donc, direct, je suis allé sur l'ordi de ma grand-mère, j'ai téléchargé Tor, j'ai découvert le Dark Web, j'ai essayé de comprendre la blockchain. Il n'y avait pas de tuto à l'époque, il n'y avait pas le JDC. Et ça m'a vraiment passionné de voir le côté permanent, décentralisé. Et donc, en fait, j'ai tout de suite entrepris des trucs à côté de la musique avec. Donc, en 2014-2015, je faisais du brokering avec les Américains qui ne pouvaient pas rentrer sur les ICO. Donc, alors, on me dit sur le canal, je vois, que Bitcoin ne valait pas 200 € en 2012. Alors, fin 2012, ça valait autour de 200 € quand même. Si vous regardez. Bon, peut-être c'est début 2013. Je ne vais pas aller au mois près, mais en tout cas, il y a eu ce documentaire. Ouais. C'était le montant qui était dans ce documentaire que j'ai regardé à cette époque. Okay. En tout cas, je suis rentré à Ether à 7 $. Donc voilà, c'est à peu près quelques années après, assez tôt. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que voilà, je faisais du brokering avec les Américains après sur les ICO, parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer, je prenais ma cut. Puis en 2017, j'ai rencontré aussi un entrepreneur qui avait monté Viadeo. Je lui ai proposé de faire un hedge fund en crypto. Enfin, j'avais essayé de faire plein de trucs, tout en investissant de mon côté et du coup en apprenant un peu à repérer des projets qui m'intéressaient. Puis en 2020, j'en ai eu marre de la musique. Ça a été très compliqué comme industrie, c'est un peu toxique. Et du coup, j'ai pivoté, j'ai senti un peu venir la vague du crypto-art. Et donc, j'ai contacté mon réseau. J'habitais à Londres à ce moment-là. Et j'ai dit, qui est chaud? On fait un collectif d'art digital. Et il y a eu plein d'artistes assez cool. Pantero 666, Joachim Garraud dans la musique électronique, Inès Alpha, enfin, ce genre de personnes. Et en fait, on a lancé ça et ça a coïncidé un peu avec le boom des NFT à début 2021. Donc, je me suis retrouvé en Californie avec mon petit collectif d'artistes européens au moment de la vente du Beeple 1000 Days. Ça a été assez ouf et en même temps assez terrifiant. Après, je suis rentré en France. Donc, j'ai monté une DAO de projet culturel dans le Web3 qui s'appelait DAOs à Paris. On a fait des événements, des strats pour des lancements de NFT de marques, tu vois, Louboutin, Porsche, machin. C'était assez cool. Et puis après, je me suis plus intéressé à l'entrepreneuriat à impact. Donc, j'ai cofondé une société qui s'appelle Vadato, qui vient en aide au monde philanthropique. Et puis, je m'associe sur des projets qui m'intéressent dans le Web3 avec parcimonie. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Yvan, qui avait un projet à l'époque que je trouvais incomplet sous certains aspects et en même temps hyper intéressant sur la vision. Et je me suis dit que j'avais quelque chose à apporter. Donc, je dis pas qu'on est complet vu certains retours aujourd'hui, mais en tout cas, on avance du mieux qu'on peut pour accomplir la vision d'Yvan et que je partage aujourd'hui.
Et du coup, tu disais donc que c'était plutôt une rencontre en fait. Tu n'as pas été, comment dire, t'as pas été recruté ou quoi. C'est une rencontre entre vous. Vous avez échangé des idées et le projet t'a paru cohérent. Ouais, en fait, la vision m'a paru cohérente. C'est-à-dire que c'était vraiment cette idée de. En plus, c'était un peu en avance de la vague de l'IA là, qui a un peu remis les choses en question, mais c'était cette idée de dire on veut remettre de la valeur dans l'acte d'apprendre et essayer d'avoir une vision un peu immersive de cette action, donc avoir potentiellement une manière adaptive de changer la plateforme, l'apprentissage, de pouvoir rétribuer réellement au token. Donc il y avait déjà ces éléments dans sa vision, et puis voilà, je l'ai aidé à packager ça du mieux qu'on a pu, essayer de trouver des partenaires, sachant que la principale difficulté, on va dire, c'était que au niveau entrepreneuriat, éducation, pédagogie, sur ça, il y avait des acquis clairs. Mais sur la partie Web3, Yvan, il est passionné, il trouve ça intéressant, mais voilà, on n'a pas forcément un réseau hyper in et hype. Et puis la typologie du projet, c'est pas du Depin, c'est pas de l'IA, il y a un peu d'IA, mais on n'a pas essayé de surfer sur une thématique hype. Donc c'était un peu le pari de dire on va lancer ce projet avec le modèle Learn to Earn, un partenariat qu'on a réussi à trouver aussi avec une société de search vidéo IA qui est développée au CNRS qui s'appelle Sequentia pour essayer d'avoir un modèle d'IA adaptif qui apprend en même temps que nous. Donc tout ça fait que on a travaillé ensemble depuis presque 1 an et demi maintenant, et puis là on est sur la phase finale du lancement, quoi. Ok, ok. Du coup, alors pour parler plus précisément en fait du projet en lui-même, donc c'est un projet qui est basé où? Vous êtes, on va dire, où est-ce que vous développez ça? Comment est-ce que vous mettez en place les choses? Ou alors, je vais y venir. D'abord, j'aimerais avoir quand même une définition un peu plus précise sur ce que, justement, sur ce qu'est Knowledge Process au final, en termes de plateforme, votre vision, ce que vous avez voulu proposer vraiment concrètement, en fait. En gros, ce que les gens vont pouvoir faire avec Knowledge Process. Ouais. La vision de Knowledge Process, c'est avant tout d'avoir une plateforme d'apprentissage décentralisée où tout formateur de contenu, organisme de formation peut proposer des cours, des contenus éducatifs où n'importe qui, quel que soit son territoire, peut continuer à se former, obtenir des certifications on-chain. Et aussi, la vision un peu long terme, c'est non seulement d'avoir un écosystème immersif, c'est-à-dire d'avoir une extension qui peut regarder un peu le contenu que vous regardez en dehors de la plateforme sur YouTube, par exemple, et déceler s'il y a des choses intéressantes qui sont dites. Et quand vous retournez sur Knowledge Process, vous posez des questions pour s'assurer que le contenu a bien été acquis. Et puis à terme aussi d'avoir cette espèce de plateforme où peuvent vivre des gens qui ont été formés, qui ont des certifications on-chain et qui du coup, c'est comme une marketplace de talents qui sont formés sur des thématiques variées. Donc un peu redynamiser cette espèce de soif de savoir et de connaissances au travers d'une plateforme. D'accord. Donc, du coup, ça ne concerne pas seulement des gens qui voudraient se former. Ça concerne aussi éventuellement des formateurs, en fait. Des gens qui ont un savoir-faire, qui ont une compétence et qui sont à la recherche, entre guillemets, d'une plateforme où ils pourraient partager cette compétence, monter, on va dire, leur propre cursus potentiellement sur certains sujets. C'est ça? C'est ça. L'idée, c'est que... Ouais, vas-y, Yvan. Donc oui, effectivement, de par le fait d'avoir des partenariats qu'on est en train de démocratiser, on a beaucoup d'organismes de formation et on a même des écoles en cours de négociation, une qui a validé, qui délivre aujourd'hui des BTS, des masters. Donc le but du jeu, c'est effectivement d'avoir quelque chose qui soit équitable et accessible pour tout le monde, certifiant, et qui soit sur toutes les thématiques. Donc, on va avoir des personnes qui vont rentrer avec des programmes de formation, on va avoir des écoles qui vont rentrer avec des programmes de formation, des sociétés qui veulent former en interne au sein d'un groupe, par exemple, qui est un groupe mondial, et ils vont pouvoir faire effectivement des formations en interne, et ça pourra aussi passer via le process de récompense du KNO. D'accord. Et du coup, j'en viens à la question que j'avais posée il y a 2 minutes. En fait, ça se passe où? Concrètement, vous êtes situé dans quel coin? Vous êtes d'où? Vous êtes, on va dire d'où vous êtes et après on va switcher sur qui vous êtes parce que vous n'êtes pas que deux, j'imagine, pour développer ce projet. Alors, initialement, on est français.
Initialement, le projet a été développé en France et pour différentes raisons et majoritairement pour l'aspect aussi neutralité de la Suisse, et comme on veut vraiment rendre accessible dans le monde entier, il fallait une forme de neutralité, la Suisse paraissait être un point de chute cohérent. Donc effectivement, on a déplacé le projet un peu comme on l'a expliqué tout à l'heure, en gros, hein, mais rapidement, on a déplacé sur Genève, qui était vraiment l'endroit propice pour, d'une part, développer un projet Web3 avec un environnement qui était plutôt favorable, et puis aussi cette espèce de neutralité qui nous permettait d'avancer proprement, sans avoir un regard en se disant oui, mais attention, il y a un parti pris par rapport à des économies, par rapport à des pays, et là, ce n'est pas le cas. Donc, c'était vraiment effectivement un souhait. On est français, on a des boîtes en France, la boîte de formation notamment, et effectivement, le projet est parti sur Genève. Donc, il y a une structure juridique, c'est une SA en Suisse qui a été construite fin d'année dernière. Et on a quand même la SA en France toujours qui est présente et qu'on va utiliser principalement pour les besoins de développement, la R&D en fait. Parce que c'est plus simple et les partenaires tech sont en France pour la plupart. Voilà. Donc la Suisse, c'est vraiment pour le côté déploiement international et pour avoir bénéficié un peu du cadre légal bénéfique et du regard bénéfique sur la crypto. On a du mal à trouver en France. Hein. Et voilà. Donc il y a ces deux structures-là qui existent. Donc voilà, j'ai posté le lien du site sur le chat. Et donc du coup, voilà. Donc Yvan, toi, tu es le fondateur. Absolument. Ouais. C'est entre guillemets, c'est toi le CEO, c'est ça? C'est effectivement, je suis le porteur de projet au départ. En revanche, pour avancer seul, ça n'est pas possible. Il faut s'entourer de compétences et c'est ce que j'ai fait en réunissant beaucoup de compétences différentes. Ouais. D'accord. Enfin, à mon sens, et donc du coup, oui, bien sûr. Et donc du coup, bon voilà, Benjamin, on a un petit peu plus fait connaissance. L'équipe principalement, alors après je vous demande pas le nom de chaque dev ou quoi parce que c'est un peu compliqué quoi. Mais principalement, concrètement, elle est composée de combien de personnes? Je sais que bon, il faut forcément de la sécurité, il faut de la technique, il faut voilà ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Ouais, bah on a un autre Benjamin qui est expert en cybersécurité, qui a sa boîte de dev depuis belle lurette, qui lui du coup est notre CTO et il s'assure de la solidité des infras. Pour la partie vraiment smart contract déploiement, dans un premier temps, on bosse avec Thallium, qui est un prestataire externe, mais qui travaille avec nous sur le déploiement des tokens et sur le bon déroulement de la distribution des tokens. On a Tip, qui va être la CEO et porteuse de projet à partir du moment où c'est déployé. On a JR, Jean-Raphaël, qui nous aide beaucoup sur le marketing, la com. Et puis ensuite, on trouve tous ces profils, on les trouve sur votre site, en fait, hein, c'est ça? Absolument. Sur le site, vous avez toute l'équipe. Avec des têtes IAisées, non pas pour des raisons scammy, mais parce que ça nous semblait plus marrant. Peut-être que du coup, avec le recul, ça l'est pas, mais ça faisait plus moderne, en tout cas, quand on l'a lancé. Et voilà, puis après, il y a 2-3 autres devs. Ce qui est intéressant, en fait, dans le montage, c'est que vu qu'Octagy, c'est aussi la société d'Yvan et que c'est le premier partenaire, on va dire, de Knowledge Process avant ceux qu'on a signés, on bénéficie aussi des capacités de développement qu'il a, et il a plusieurs devs en interne. Donc voilà, il y a pas mal de force en présence et on va renforcer l'équipe à partir du moment où on va le lancer. Il y a aussi des market makers externes. Enfin voilà, on essaie de s'entourer des talents qu'on peut, mais on est assez à l'aise sur toute la partie, on va dire, éducation, vraiment, la plateforme. Oui, il y a une compétence, il y a une expérience visiblement avec donc la société précédente de Yvan, c'est Octagy, c'est ça? Ouais, c'est Octagy, oui, absolument. J'ai une question d'ailleurs. C'est comment le nom des certifications? C'est Calliope, je crois. Calliope, ouais. Effectivement. Et c'est ça, c'est Calliope. Hein. En fait, c'est quoi Calliope? Déjà, est-ce que Octagy a bénéficié donc de cette de ce je sais pas comment. Ouais, c'est un certificat. Et est-ce que Octagy en a bénéficié ou je crois même que c'est les formations qui en bénéficient? Alors en fait, c'est pas la formation en elle-même qui en bénéficie, c'est l'organisme de formation qui est certifié. D'accord. Et en fait, avant même que la certification Calliope ne soit créée, parce qu'en fait, elle découle d'une précédente certification, si tu veux, on avait déjà
fait tous les process. Alors, à quoi ça correspond une certification Calliope? C'est en gros, tu écris ce que tu fais ce que tu écris, tu as une traçabilité intégrale de ce que tu fais. Donc en fait, quand on regarde, c'est bêtement presque comme du Web 3 où tout est acté quelque part, mais c'est fait d'une autre manière, à l'ancienne, on va dire. C'est délivré par l'État français, en fait. Alors, ce sont pas l'État, c'est pas l'État directement, ce sont des institutions missionnées par l'État, qui doivent d'ailleurs eux-mêmes renouveler leur capacité à délivrer ce type de certification. D'accord, donc il y a un cahier des charges quand même, j'imagine, assez complet et assez contraignant pour avoir ce genre de certification. De toute manière, j'imagine que si tu as bossé principalement dans le secteur de la santé, c'est quand même on va dire, des sujets qui sont quand même relativement importants et complexes, et que bon, on peut pas trop se permettre de s'amuser avec ce genre de formation. Ah, clairement pas, d'autant que on a tous les ans, donc on avait perdu Benjamin. Ah, Désolé. ouais, c'est pas grave. On a tous les ans des contrôles qui sont l'équivalent alors on va pas dire que c'est un contrôle fiscal, mais chaque année on a des déclarations très spécifiques à faire. On est soumis à un commissaire aux comptes après l'expertise comptable de notre société, c'est-à-dire que en termes de traçabilité de l'ensemble des éléments, des dépenses, des investissements qui sont faits et de ce qui est promu en termes de formation, tout est acté, tout est contrôlé aujourd'hui par l'État français parce qu'on travaille sous l'égide de l'État français, mais demain par la blockchain grâce au projet qu'on est en train de mener. C'est un petit peu là où je voulais en venir, c'est que du coup, qu'est-ce qui t'a poussé, entre guillemets, à imaginer une manière d'intégrer ça sur un schéma et une structure, on va dire, qui s'appuie sur la technologie blockchain? Parce qu'en fait, concrètement, ça aurait été, entre guillemets, facile. Après, je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, ça aurait été facile de proposer des formations Web3 comme tu proposes les formations de santé, tout simplement, dans un cursus normal. Venez, voilà, vous payez un cursus, vous l'avez, à la fin, vous sortez. Ce qui est intéressant dans le Web3 et dans la vision d'Yvan, c'est que l'élément qui manque à une structure comme Octagis, c'est la possibilité d'être scalable et décentralisé. C'est-à-dire que le fait de proposer un modèle de plateforme et non pas un modèle d'organisme, ça fait qu'on peut ouvrir les portes à tout type de formation, tout type de territoire, et du coup être adaptable maintenant que l'éducation va être dans des grands changements, si tu veux, avec l'IA. Et ça, c'est pas possible vraiment d'entretenir un modèle comme ça sans la blockchain ou sans une DLT, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on est parti sur cette idée-là. Et puis c'est aussi beaucoup plus simple de pouvoir rétribuer les apprenants. Le modèle learn to earn, on peut pas le faire, on peut pas balancer des euros à tout va. Enfin, tu vois, la comptabilité, les process sans smart contract seraient extrêmement lourds. Donc en fait, c'est une manière assez simple et puissante de planter la graine dans un écosystème qu'on espère qui va nous dépasser en termes de taille, en termes de contenu qui est dessus et en termes de territoire, et de permettre une plus grande disponibilité, décentralisation des contenus grâce à la plateforme. Donc en fait, je vais rebondir sur une question que je vois passer. Donc en fait, en gros, on peut être. Alors bon, évidemment, il y a la barrière de la langue, mais c'est pas forcément une barrière. J'imagine que vous êtes ouvert à avoir des formations en anglais, en espagnol, en japonais, enfin peu importe. Et du coup, en fait, il suffira de venir se connecter sur la plateforme. Comment vous imaginez la chose? En fait, c'est avec un wallet, Ouais, en fait, c'est un ensemble de features. Alors, on va commencer sur les territoires francophones, mais après, l'idée, c'est que ça aille plus loin. Il y aura une forme de validation, presque une DAO. C'est-à-dire que petit à petit, les personnes qui vont plus s'impliquer pour le bien de cet écosystème et qui sont mentors dans certaines disciplines, on va leur demander de pouvoir participer à un protocole pour valider, un comité, pardon, pour valider les formations. Et après, ouais, on a déjà les features qui sont de la V1 qui sont en marche, c'est-à-dire qu'on s'inscrit en tant que formateur, on propose ses cours en format SCORM, comme les formats qu'il y a dans les universités sur Moodle. On peut mettre des questions, des quiz, les rewards en face, etc. Donc après, il n'y a pas tellement de limites. On a aussi prévu dans le white paper et dans le fonctionnement que les utilisateurs qui ont beaucoup de nodes puissent choisir les pools, par exemple, pour aller favoriser le développement d'un projet en particulier pour un territoire, de dire nous on veut lancer les États-Unis, on veut lancer l'Allemagne sur la thématique, j'en sais rien, de méca bioengineering.
et ben, ils poolent ça avec certains de leurs amis, ils vont chercher un mentor et ce budget et les rewards peuvent permettre de faciliter le développement dans ce territoire. Donc voilà, c'est un ensemble de features totalement hors Web3 et un peu Web3 qui peut permettre cette agglomération qu'on espère de contenu sur la plateforme, quoi. Top. Et du coup, alors tu as parlé toi-même, tu as abordé le sujet du KNO, donc c'est le token natif que vous lancez. Et du coup, donc l'idée, en fait, grosso modo, ce que j'aimerais comprendre, c'est quel est son outil. En fait, en gros, à quoi il va servir concrètement. Donc, tu as commencé à me donner quelques pistes en me disant voilà qu'effectivement il y avait des possibilités de le staker, etc. Ça va permettre entre guillemets à certaines chaînes de se financer. Ah oui, attends, j'ai quand même une autre question qui m'est passée par la tête et que j'ai peur d'oublier si je l'ai pas déjà oublié. C'était par rapport, si je vais y revenir, j'ai zappé, c'est par rapport à un truc que tu as dit. Donc revenons au token et puis ça va me revenir. Okay. Ah oui, ça y est. Comment, voilà, tu disais, voilà, il y a des comités, etc. Parce que j'imagine quand même que dans la formation, il y a des questions, il y a des questions quand même assez fortes de légitimité. C'est-à-dire que, est-ce que tout le monde peut venir s'inscrire en disant, toi, tu vois, par exemple, tu disais, moi, j'ai fait de la musique, j'ai donné des cours de DJing. Mais qui est là pour vérifier que tu sais mixer? Ou alors moi j'ai appris à coder, que sais-je. Est-ce que qui va être en charge de décider si une formation entre guillemets est légitime et peut être suivie de manière, on va dire, cohérente ou pas? Bah, déjà, je pense que c'est un schéma progressif. C'est-à-dire que pour commencer, là, sur les 6 mois, 1 an du lancement, on vise à la décentralisation future, mais pour le moment, ça va passer par nous. C'est-à-dire que là, on signe des partenariats avec d'autres boîtes de formation sur plein de sujets différents qui sont certifiantes. Donc pour le moment, on va proposer ça. On a aussi la chance, grâce à Sequentia, le projet d'IA du CNRS, de potentiellement pouvoir bénéficier d'un catalogue de formation qui se retrouve dans les 75 plus grosses universités françaises, puisqu'ils intègrent aussi chez eux. Donc il y a tout un énorme catalogue, vraiment, on va dire un tronc commun que nous, on va contrôler et grâce aux organismes de formation partenaires pour commencer. Et ensuite, l'idée, c'est qu'au travers du développement de la plateforme, des personnes, on les repère en tant que modérateurs, en tant qu'impliqués parce qu'ils trouvent ça cool, parce qu'ils font ci, ils font ça, et qu'on puisse collectivement, tu vois, justement, observer les personnes, les standards, dans tous les cas. Même à terme, si on imagine une plateforme où on a presque plus de contrôle sur le contenu dans 10 ans et où ça marche, si toi tu donnes des cours de DJing et tu sais pas mixer, tu vas pas la vendre, ta formation, donc en fait il va rien se passer, si tu veux, et l'idée c'est qu'elle soit éliminée s'il n'y a pas un minimum de marché ou s'il n'y a pas un minimum de traction. Donc le problème, si tu veux, de vraiment l'ensemble de toutes les skills qu'on peut apprendre et le regard qu'on peut avoir sur celle-là, il se posera à un moment où on sera beaucoup plus avancé. Et pour le moment, justement, pour éviter ce problème-là, on passe par d'autres organismes et leurs formations certifiantes et certifiées, quoi. D'un point de vue blockchain, excuse-moi de te couper, mais d'un point de vue blockchain, si tu veux, on pourrait considérer que les universités et les organismes de formation qui sont validés aujourd'hui par des process comme Calliope seraient définis comme des oracles sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour la validation d'une certification ou d'une formation, d'un suivi de formation. C'est-à-dire que l'IA ne va pas s'appuyer sur quelque chose d'inventé. L'IA qui va être déployée va s'appuyer sur de la ressource universitaire et valider dans le cadre, par exemple, Octagine, on a des comités scientifiques indépendants qui viennent contrôler, et tu as tout un process là-dessus. Ok, très bien. Et du coup, j'en reviens un petit peu à ma question là que j'avais abandonnée pour venir là-dessus. Par rapport donc à ça, donc on a un token qui est le KNO, et quelque part, j'aurais aimé avoir peut-être une manière un peu plus concrète et plus comment dire, pas trop théorique en fait. Concrètement, en fait, ce token, quelles vont être ses utilités? Déjà d'ailleurs, en parlant de utilité, est-ce que c'est un security? Est-ce que c'est un utility? C'est un utility token. On a été officiellement classifié par la FINMA en tant qu'utility token. Donc ça, c'est cool. Qui est la FINMA? La FINMA, c'est l'AMF de Suisse. C'est l'autorité de marché financier qui regarde tout ce qui est Bitcoin, enfin tout ce qui est blockchain, pardon, en Suisse.
Et donc, nous, Donc, l'utility token, elle est multiple. Déjà, ouais. excuse-moi, juste pour préciser ça, donc quand même, vous avez quand même déjà eu à voir avec un organisme étatique qui a validé, entre guillemets, enfin classifié déjà, pour commencer, votre token dans une catégorie et vous a quelque part autorisé à mener votre projet d'une certaine manière. Ouais, en fait, pour ça, en Suisse, le process, il est assez compliqué. On a un avocat fiscaliste qui nous accompagne là-dedans, qui s'appelle Tian. Et en fait, il faut faire une no action letter à la FINMA, donc une lettre où on décrit le projet, le token, son utilité, ce qu'on voudrait, et on demande aux autorités financières de nous qualifier en tant qu'utility, et ensuite, eux regardent le projet, regardent la no action letter, et renvoient ou non cette no action letter qui est en fait exempte de certaines taxes qui sont sur les securities et pas sur les utility tokens. Donc ça, effectivement, on l'a fait parce qu'on est accompagné par Holistic Wealth Planning Management, qui est la société de Tian, qui est l'avocate qui nous accompagne en Suisse. Donc oui, on a fait les démarches pour ça. Et donc l'utilité en question, elle est multiple. Déjà, l'idée, c'est d'utiliser ce token pour pouvoir acheter des formations, ce qui paraît assez simple, pour rétribuer les personnes qui peuvent réussir ces formations, pour rétribuer les donneurs de formation quand leurs élèves réussissent bien. Et ensuite, il y a un bénéfice à pouvoir tokeniser le flux financier autour de l'éducation, c'est de pouvoir en fait mobiliser des larges quantités de tokens et les immobiliser chez des partenaires. Alors je m'explique. L'idée, c'est de dire nous, on va aller passer des partenariats avec des sociétés, des multinationales, des gouvernements, des fondations. Vous en avez déjà fait des partenariats? On est en train déjà que vous pouvez on est en train de lier des bons partenariats, en tout cas avec des boîtes de formation pour le moment et des communautés. Voilà. Alors, c'est un travail continu, mais l'idée, c'est de dire, si par exemple une société veut former 50 de leurs employés sur une des thématiques qu'on a, et ils vont acheter auprès de Knowledge Process le coût des 50 formations, et nous, on va immobiliser chez eux en token les rewards des 50 formés, et ils ne pourront les unlock qu'une fois que toutes les personnes ont été formées. Et donc, en faisant ça, et en faisant de multiples partenariats commerciaux et d'éducation, le token a cette utilité de pouvoir aussi être locked en grande quantité chez ses partenaires, et donc inciter à compléter les formations, et aussi à avoir une pression, si ce n'est pas acheteuse, en tout cas une pression de hold sur le token. Voilà. Et donc, il y a cette utilité principale marchande autour de rétribuer l'apprentissage, acheter des formations et pouvoir s'en acheter d'autres une fois qu'on a gagné du token. Il y a cette partie staking un peu classique et les pools pour pouvoir permettre le développement de certains programmes ou pays dans la plateforme. Et puis, il y a cette utilité, on va dire, un peu d'incentive pour les partenaires, et puis de lock pour l'ensemble des détenteurs de crypto, de lock de grosses quantités en roulant en fait sur les différents partenaires qui veulent suivre des programmes de formation chez nous. D'accord. Et du coup, alors, bon, là, on est dans l'explication. C'est vrai que il y a beaucoup de choses. Où est-ce qu'on peut retrouver un petit peu toute cette comment dire, toutes ces explications, etc. En gros, on parle je sais que sur le site, déjà, il y avait le light paper qui était disponible, qui est donc un résumé du white paper, je crois. Je sais pas, le white paper est disponible quelque part? Alors, on a fait l'erreur ce matin, on l'a mis à jour pour certaines mentions. Et en voulant le remettre, on a un peu cassé la page. Donc, malheureusement, ça tombe hyper mal. Mais aujourd'hui, il n'est pas live. Il sera live demain sur le site. C'est le white paper total qui était en fait en train d'être validé par l'AMF. Donc, lui, il est assez lourd. Il fait, je sais pas, 104, 80 pages déjà. 80 pages. Bon, c'est assez énorme. Et puis, tu as toute cette structure imposée par l'AMF qui est assez indigeste. Donc, on a extrait en fait toute la sève qu'on a mise dans le light paper. Mais dès demain, le white paper sera à nouveau disponible. Et puis, il l'était jusqu'à aujourd'hui. En fait. Donc, on a un peu mal timé le changement. D'accord. Donc, du coup, voilà, à nos auditeurs, normalement, à partir de demain, le white paper sera à nouveau en ligne. Et le light paper, lui, en revanche, il est disponible sur le site, si je dis pas de bêtises. Enfin, tout à l'heure, en tout cas, quand j'y suis allé, il y était. Ouais. Bon, évidemment, c'est un résumé, donc c'est un petit peu dommage de se baser vraiment sur ça pour tirer des conclusions, mais en tout cas, ça donne déjà une bonne idée. Et du coup, donc, pour en revenir au token, est-ce qu'on peut parler un petit peu justement de l'émission de ce token, de comment il est mis en œuvre, etc. Déjà, donc là aujourd'hui, je sais que vous êtes dans une phase où vous faites une vente donc publique.
j'ai envie de vous demander, est-ce que des acteurs sont entrés sur votre projet et donc ont des tokens, des KNO, ont des, comme on dit en crypto, des bagues de KNO. Voilà, évidemment, la communauté est toujours très, très, on va dire, très attentive à ça. Enfin, de plus en plus en tout cas, et c'est pas plus mal parce que effectivement, on a pu assister à pas mal de projets qui quelque part gardaient beaucoup de tokens pour eux, les revendaient lorsque la communauté rentrait sur le projet et du coup profitait de cet argent pour récupérer et faire des multiples sur sur leurs achats préalables. Donc, est-ce qu'il y a eu donc des seeds, des pré-seeds, comme on appelle, qui, combien, et voilà. Avant d'attaquer peut-être une partie un peu plus précise sur la tokenomics, déjà à ce niveau-là, si vous pouviez me répondre. Alors, on a une vision un peu différente de ce qu'on a vu se faire sur les 2 dernières années avec les shitcoins et même des projets soi-disant crédibles, mais qui faisaient des grosses seeds et des grosses pré-seeds et des KOL rounds pour tout récupérer sur les retail. Nous, on a pris le parti pris inverse, d'avoir une tokenomie un peu old school. On vend une bonne trentaine de % des tokens en public sale. On n'a personne qui est rentré au capital. On n'a pas parlé à des VCs. On a quelques investisseurs qui ont mis des billets pour des ventes OTC, mais ce n'est pas des montants qui sont exorbitants. Ça ne se compte même pas en pourcentage de la supply. Donc, ça reste des tickets raisonnables qui ne peuvent pas avoir un impact énorme sur le cours. Et ce n'est pas énorme. En fait, c'est surtout les investisseurs, c'est surtout des personnes du réseau d'Yvan et du mien qu'on a réussi à rencontrer au fil des années. C'est beaucoup de gens qui ne sont pas forcément du Web3, mais qui connaissent Yvan et ses boîtes de formation et qui savent que le business tourne. Parce qu'en fait, c'est ça un peu la chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas besoin forcément de sold out et que le token trade à X montant pour que le business model tourne. C'est déjà presque assuré de notre côté, si vous voulez, puisqu'on on va canaliser beaucoup du flux d'Octagy à travers Knowledge Process, et puis les organismes de formation qu'on signe, c'est pour un volume de formation via Knowledge Process. Donc pour ça, ça va aller. Et donc, pour répondre à la question, voilà, on n'a pas fait un seed round énorme avec plein d'invest. On a une grosse public sale qui est ouverte à tout le monde. Et donc, il n'y a pas de, voilà, on n'a pas personne à des bags qu'ils attendent de dump, même sur les market makers qu'on aligne pour essayer de de lisser le flux. On leur demandait de pas essayer de pousser des pumps. Voilà, nous, on a une vision long terme. On essaie de maintenir le cours du token. On va essayer de le maintenir tranquillement, sans essayer de faire un multiple de zinzin. C'est pas ce qu'on cherche. C'est au contraire ce qu'on essaye de pas faire. C'est de pas nuire au bien-être du projet business avec la typologie Web3. Voilà. Parce que c'est toujours un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, donc évidemment, tout le monde a entendu parler des soucis des tokens dont la valeur était divisée par 90, etc. Et vous voyez souvent des acteurs, on va dire, qui avaient accès au préalable se gaver sur le dos des petits investisseurs qui avaient été séduits par le projet. Et donc, c'est vrai que d'une certaine manière, c'est légitime que la commu se pose ce genre de questions. Mais après, je trouve ça toujours un petit peu paradoxal parce que d'un autre côté, ça n'empêche pas qu'ils aimeraient quand même faire leur multiple de 10 ou de 100. Donc, on va dire que vous n'êtes pas trop dans cette vision-là, c'est-à-dire que vous, entre guillemets, votre projet, vous le lancez principalement, on va parler d'ailleurs de la tokenomie, c'est dommage que j'arrive pas à partager votre site sans que ça bug. Mais bon, la tokenomie, elle est schématique sur le site, sur le light paper un petit peu plus précise. Et c'est vrai que votre approche, on va dire, de la répartition des tokens, j'ai vu passer des comparatifs avec certains projets français qui ont été pareil, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et avec des problématiques qui se sont révélées derrière sur des tokenomies mal pensées, sur des choses en fait qui a chopé. Moi, ce que j'ai remarqué, donc, c'est que d'entrée, il y a 35% de la supply qui est mise en vente, c'est ça? Mais je crois que ce qui est assez notable, et c'est un point important, c'est que ce qui ne sera pas vendu sera burn, si j'ai bien suivi. Ouais, alors on a une phase en gros, là, il y a 2 semaines qui s'ouvrent à partir de après-demain, où officiellement c'est la fin de la vente, mais on rentre dans la phase de distribution. Donc il y a encore tout un process de KYC à finaliser pour plein de gens qui se sont installés via Thallium. Hein. Donc
c'est un peu long, les 2 semaines. Donc pendant ces 2 semaines, on va garder la vente ouverte, mais pour finaliser, et dans 2 semaines, on cut. Et donc là, le reste de la supply qui ne sera pas vendue, elle sera burn, et donc il n'y aura pas plus de public sale. Et les reminders, donc les autres poches allouées de la tokenomics seront distribuées dans les wallets dédiés à ces poches-là. Voilà. Donc oui, le but, c'est pas de... Enfin, on avait une vision assez... on a toujours d'ailleurs une vision assez ambitieuse, donc on s'est dit, le but, c'est qu'on participe avec les gens et qu'on fasse un truc, quitte à passer pour des mecs old school qui font une ICO comme en 2017, pourquoi pas. On cherche pas à faire un pump x20 et ensuite à disparaître. On cherche à essayer de convaincre des gens qui voient au-delà de cette espèce de jugement rapide et un peu hypocrite que peuvent avoir pas mal de gens dans la communauté Web3. Et s'ils veulent s'engager, ils ont la capacité de prendre des bags ou de pas en prendre. Et puis, ce qui sera pas pris sera burné. On n'a pas besoin de ça. La tokenomie est assez généreuse. Et donc, on n'a pas besoin de tout sold out pour que le projet fonctionne. Et encore une fois, l'avantage de Knowledge Process, c'est d'être adossé à déjà des business qui tournent et qui génèrent plusieurs millions d'euros par an de CA. Et donc, on n'a pas à créer ça. On a juste à l'adapter. Et ça, c'est une vraie chance que la plupart des projets Web3 n'ont pas. Ils vendent une promesse et tout sur la tokenomie, et ensuite ils doivent délivrer. Nous, on doit juste adapter ce modèle et ces techs avec cette nouvelle dimension tokenomique, quoi. Tu dis que le chiffre d'affaires, c'est plusieurs millions d'euros par an. Donc, je pense que tu parles de la société Octagy, c'est ça? Et alors, c'est Octagy et ses partenaires, ouais. Octagy et ses partenaires, oui, ça fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Il y a moyen d'avoir un visuel un visuel, je sais pas, ce genre d'information de manière officielle, un journal officiel, je sais pas, bilan. Alors, on n'a pas de journal officiel. Par contre, de manière assez simple, alors là, je pense qu'ils sont mis à jour, les partenaires, sur la plateforme. Si tu regardes les 5 partenaires existants, tu peux aller sur société.com et effectivement avoir cet historique où tu vois les chiffres d'affaires, les capitaux. Oui, c'était un petit peu ça ma question. C'est-à-dire que le truc est complètement ouvert. On n'est pas là pour cacher quoi que ce soit. On a un modèle économique, effectivement. On y intègre le Web3. Bon, après, visiblement, effectivement, ça, tout le monde ne peut pas forcément comprendre ce modèle qui est peut-être un peu old school, comme le disait Benjamin. Mais c'est fou de parler d'old school en parlant de blockchain, d'ailleurs. Il y a des vagues. Il y a déjà... C'est à quel point ça va vite, en fait. Ouais. Mais en fait, c'est marrant, je parlais de ça. J'étais invité à la Lyra pour parler de crypto-philanthropie la semaine dernière. À Lyra, donc, qui est aussi un organisme de formation que peut-être la communauté connaît. On a fait des articles sur eux, etc. Ouais. Et on a sûrement 2 anciens formateurs de la Lyra qui vont nous rejoindre en formateur sur la plateforme. Mais du coup, on parlait de ça. Et en fait, il y a déjà eu une vraie cassure entre les crypto OG, c'est-à-dire moi les débuts 2012-2013, où vraiment les idéaux, enfin les quatre verticales de la blockchain, tu vois, transparence, décentralisation, permanence et permissionless, c'était un truc acquis. Il y avait cette espèce d'idéal, tout le monde avait ce truc-là. Et en fait, je pense que 2020, 2021, NFT puis shitcoin et memecoin summer, en fait, ça a créé une génération il y a une fracture numérique à l'intérieur de la blockchain et il y a plein de gens qui, en fait, considèrent pas ou ne savent pas ou ne pensent pas avec cette espèce de capacité ou de propension révolutionnaire que comporte cette technologie. Et donc, effectivement, il y a maintenant des mecs old school ou des projets old school. Je pense qu'on peut le dire, tu vois, parce que il y a eu... Dans l'approche, ouais. Ouais, dans l'approche. En mode, nous, on veut être proche des idéaux originaux du Web3, même si c'est con parce que ça fait que 10 ans, mais 15 ans. C'est ça qui est fou, quoi. Et enfin, bref, déjà, en tout cas, pour tous ceux qui, entre guillemets, regrettent un petit peu cette période, parce que c'est vrai que c'était... c'est vrai que ça avait des défauts, c'était un peu le Far West, hein. On a vu passer des choses complètement délirantes, mais en même temps, c'est vrai aussi que c'était une période où les gens étaient des idéalistes, d'une certaine manière. Ils étaient là pour une certaine idée, pour justement la décentralisation. Et c'est vrai que retrouver un petit peu cet état d'esprit, ça peut en tout cas séduire un certain nombre de personnes qui sont attachées à ce genre de valeurs. Mais du coup, alors, j'avais une question. Est-ce que ça va être possible, parce que donc effectivement, on parlait des formations Octagy, est-ce que ça va être possible d'utiliser par exemple les KNO
pour faire des formations, justement les formations qui sont déjà, entre guillemets, dispensées par Octagy, les formations voilà, dans la médecine, le paramédical, la pharmacie, etc. Est-ce que c'est vraiment une intégration de cette société Octagy dans le knowledge process, justement, ou ça va rester des projets séparés? Alors aujourd'hui, tu as vraiment deux entités distinctes qui ne sont pas liées juridiquement, en dehors d'un contrat de partenariat, évidemment. En revanche, ce qui est prévu, parce que forcément, j'ai tout intérêt à ce que les deux projets avancent plutôt bien, c'est qu'on va mettre à disposition, évidemment, les formations en cours sur Octagy, où on en a à peu près 150 ou 200, notamment en e-learning. On a les partenariats, et l'idée, c'est qu'avec le KNO, quand tu vas acheter les formations, et que tu n'as pas, par exemple, de compte CPF ou de budget, et ben, au lieu de payer avec tes euros ou tes francs suisses, au lieu de payer 300 francs ou 300 euros, et ben là, on mettra une contrepartie en KNO qui sera évidemment extrêmement profitable à celui qui va acheter les jetons KNO, puisque tu ne les paieras pas 300 euros, en tout cas dans l'immédiat, quand tu vas payer avec tes 300 KNO, quoi. Donc évidemment, dans le partenariat, il y a ce genre de modèle économique qui est en train d'être mis en place pour que derrière, ça légitimise déjà une pression acheteuse, parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais derrière, c'est le but du jeu. Ok, très bien. Et du coup, j'avais aussi envie de demander, je cherche parce que je m'étais écrit quelques voilà, en fait, en gros, quelle est par rapport aux autres professionnels, on va dire, de l'éducation qui font déjà de la formation Web3, etc. En fait, si j'ai bien compris, vous, ce que vous proposez quelque part, c'est de leur donner un nouveau, un nouvel axe dans lequel ils vont pouvoir aussi gagner de la communauté. Vous n'êtes pas forcément en concurrence avec d'autres organismes de formation. Tout à l'heure, par exemple, tu citais Alira. C'est un projet, en fait, c'est entre guillemets, comme on disait tout à l'heure, donc c'est une plateforme. C'est vraiment voué à servir autant les professionnels que les personnes qui cherchent à se former, quoi. C'est ça. C'est vraiment favoriser l'accès à la formation et remettre de la valeur dans cette action qui se perd de plus en plus. Et non, on n'a pas vocation à être concurrent des autres. Même, tu vois, Wallcrypt, notre partenariat avec Jean-Luc, il a tout à fait compris, alors que lui-même lance Wallcrypt Academy. Nous, on lui dit, on peut avoir nos formations chez nous et chez toi. Et on peut même rediriger, avoir le début chez nous ou la suite chez toi. Enfin, il n'y a pas de limite. L'idée, c'est plutôt de faire front commun plutôt que d'essayer de s'accaparer un marché qui est titanesque, hein, d'ailleurs. La taille du marché de l'éducation et du e-learning est énorme. Donc ouais, c'est vraiment l'idée de plateforme, essayer de faire ça ensemble, de supporter cette idée de valoriser l'acte d'apprendre. Voilà. Je vois une question là dans le chat. Donc Actare qui demande, qui dit, si jamais je paye ma formation avec des tokens, donc il a un bac de KNO, il veut s'acheter une formation, il dit, le formateur, une fois que je lui ai donné mes tokens, il va les vendre, et donc entre guillemets, ça va faire plonger le cours du token. Donc je ne sais pas si c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors il y a certains petits, il y a pas mal de fine-tuning en fait dans la tokenomie qui fait que, par exemple, les rewards que tu obtiens juste à la fin de ton cours, il y a un léger vesting, c'est-à-dire que tu peux pas directement les dump. Pareil, les formateurs, en fait, il y a des paliers, c'est-à-dire qu'en fonction de la quantité de tokens et de quantité d'élèves qu'ils ont, ils vont avoir des options différentes, parfois préférentielles sur le maintien. S'ils maintiennent leurs tokens pendant X temps, ils vont pouvoir avoir un rendement meilleur sur leur staking ou ce genre de choses. Et puis, il ne faut pas oublier que même si on a, 1000 personnes qui veulent dumper leurs 20-30 euros de tokens qu'ils ont gagnés à la fin de leur formation, nous, la vision qu'on a sur la stabilisation de la tokenomie, c'est de signer d'abord et avant tout sur les 2-3 prochaines années des partenariats avec des ONG, des ministères, pourquoi pas, des grosses organisations, des sociétés, parce que là, la quantité de tokens qui va être achetée et locked chez eux, si tu veux, va contrebalancer facilement des petites ventes comme ça qui sont assez inoffensives. Donc, il y a cette vision... Et oui, il y a plein de gens qui vont pouvoir dump des petites sommes et s'en acheter. Et en même temps, il y a cette espèce de promesse de valeur de la plateforme qu'on peut vendre à des institutions en disant c'est plus facile, c'est immersif, vos employés vont vouloir aller au bout de la formation parce qu'ils vont gagner un peu d'argent. Et puis
Et puis toutes ces sommes-là sont locked, et donc ça vient contrebalancer, voire même mettre plus de pression sur le maintien que sur la vente, quoi. Parce que pour élargir un petit peu la focale, en fait, vous vous appuyez sur une dynamique autour de l'éducatif, de la formation, et en gros, c'est une économie de la connaissance quelque part, qui a tendance quand même à se déployer, à se développer de manière assez puissante. J'imagine que vous comptez un petit peu là-dessus pour appuyer justement et gagner en dynamique et appuyer votre projet. C'est ça. Bah là, j'ai regardé les derniers chiffres, c'est 2035, 1 trillion de dollars pour le marché de l'éducation en ligne, les projections. Donc, si tu veux, même si on vise de prendre 0,1% de ce marché, on est dans le bon timing. Il y a cette approche adaptive avec l'IA qu'on prend dès le départ aujourd'hui pour justement essayer d'avoir ce côté adaptif pour les plus jeunes générations. Donc ouais, on fait vraiment un pari de un peu surfer la vague de la décentralisation de l'apprentissage, qui de toute façon, et c'est pas nous qui la mettons en place ou mettons en marche, c'est le fait qu'il y ait de l'IA partout. Tout le monde peut apprendre tout ce qu'il veut, c'est un peu l'école universelle. Nous, on essaye de cadrer ça dans une plateforme bénéfique et rétribuante pour pouvoir incentiver les gens à se cultiver, à apprendre, être certifiés, et puis plus tard, peut-être, du coup, à valoriser ces certifications au travers d'une marketplace de gens formés. En fait, une fois que tout est on-chain, c'est assez facile d'imaginer des itérations du modèle encore plus poussées, quoi, mais plus tard. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, pour rebondir sur on-chain, vous avez choisi quelle structure, quel layer, Alors, quelle blockchain? on part sur Polygon. Alors, c'est pas le choix le plus hype du monde, mais c'est très léger. Et surtout, on peut faire du fee switch assez facilement, donc faire en sorte que du côté de la plateforme, tout se passe en eau, même si nos utilisateurs n'ont pas de Polygon, que nous, on prenne ce coup-là. Voilà, on est parti sur ça parce que ça nous semblait moins marqué que Solana et justement la hype des meme coins, et on voulait quelque chose d'assez stable. Et Ether, pour moi, ça reste parce que j'ai ce côté OG un peu old school. Ether, c'est quand même la promesse d'un Web3 avec tellement de visages que c'est bien de parler de Bitcoin, mais à part le fait de prouver qu'on peut faire une crypto, l'Ethereum, ça a créé 80% des projets Web3 en fait pendant un moment, et puis c'est une infrastructure qui est hyper pour de vrai, je trouve que c'est celle qui incarne le mieux l'idéal de décentralisation progressive, d'amélioration continue, ce genre de choses. Et donc Parce que positif. oui, non, c'est clair, c'est clair. Ethereum, de toute manière, c'est pas pour rien que j'ai envie de te dire la très très grande majorité de tous les layer 1, layer 0, layer 2, sidechain, enfin peu importe les différences technologiques de toutes les infras qui se mettent en œuvre, ils tendent tous des ponts vers Ethereum, ils veulent tous être compatibles EVM, ils ont, enfin il y a pas de secret, je veux dire aujourd'hui Ethereum est numéro 2 derrière le Bitcoin en termes de capitalisation, mais c'est surtout parce que c'est lui entre guillemets la colonne vertébrale aujourd'hui, en tout cas de l'écosystème blockchain en termes de développement de comptes de smart contracts, etc. C'est un petit peu voilà quoi, lui qui donne pour filer la métaphore musicale, qui donne le là. Non, mais c'est vrai. Et donc, du coup, après, c'est vrai que le débat peut être ouvert sur pourquoi Polygon, pourquoi pas, peu importe les autres. Je vais pas commencer à en citer parce qu'on va me reprocher de pas avoir cité les bons. Mais en gros, mais c'est vrai qu'après, ça dépend aussi beaucoup de de l'approche du modèle économique que vous avez imaginé. Et c'est vrai que toutes les blockchains ne sont pas les meilleures dans tous les domaines, et qu'il y en a certaines qui sont meilleures dans certains domaines, d'autres qui sont meilleures dans d'autres. Polygon, là pour le coup, tu m'as dit donc que c'était facile pour le switch, le fee switch. Bon, je te fais confiance là-dessus parce que moi j'ai pas cette info, mais j'imagine que vous êtes bien renseigné. En fait, nous on avait 3 choix. Il y avait Solana hors EVM, et sinon c'était Polygon ou Arbitrum. Et en fait, Polygon ou Arbitrum fait à peu près la même chose, sauf qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont du Polygon et c'est plus répandu. Donc ça s'est joué sur ça, parce qu'après en termes de vraiment fonctionnalité tokenomique entre Arbitrum et Polygon, ça se joue. Voilà, dans l'implémentation, ça allait rien changer, mais voilà, il y a plus de brand awareness sur Polygon, on va dire, et il n'y a pas ce côté marqué par les shitcoins, en fait. Et moi, ça me saoule, ça m'a saoulé, tu vois, ça m'a pas fait rire.
Tu parles de quoi? Des meme coins, Ouais, etc. j'ai toujours vu ça comme une menace et aujourd'hui, je trouve que ça a amplifié les pires traits du Web3 qui étaient là avant. Ça a clivé encore plus les choses. Il n'y a rien de bon qui Ça a soit. beaucoup tendu aussi. J'ai Mais l'impression que ça a parce que ça a beaucoup rincé. tendu les gens, en fait. Ouais, mais parce que ça a rincé la liquidité de tout ce bull run qu'on attend, mais il n'y a plus de liquidité. Toutes vos meme coins, elles ont sapé tous les nouveaux entrants. C'est que de la merde. Et après, tous les projets sont taxés de meme coins. Je vois même on a des haters, donc ça veut dire qu'on doit faire bien les choses. Je vois même des gens qui nous taxent de ça. Donc ça a tout changé. Avant 2020, 2021, c'était do your own research et on le disait sérieusement. Et aujourd'hui, les mecs, ils disent ça en rigolant et ils investissent derrière sur des meme coins où ils font x15 sur le dos de pauvres retail de 40 ans aux États-Unis. Et ils ne voient pas de problème avec ça. Par contre, ils bitchaient sur d'autres projets, pas de problème. Donc il y a cette espèce de truc qui a été insufflé par les meme coins que moi, je trouve vraiment problématique sur le long terme. Après, c'est vrai aussi que c'est un petit peu le prix à payer de la, comment dire, de la décentralisation, de la liberté, de l'ouverture. Voilà, il y a toujours. Mais au final, c'est vrai que, sincèrement, moi j'ai tendance à l'associer à du casino, en fait. Le meme coin, tu vois, c'est de la loterie, quoi. Et bon, mais au c'est vrai que casino, c'est. Mais c'est. Ouais, si, c'est vraiment du casino. C'est vraiment du casino. Parce qu'en fait, les seuls qui gagnent, c'est la maison. Au final, c'est celui qui a émis le meme coin. Mais nous sommes en train de digresser. Nous nous éloignons du sujet. Je pense qu'on a couvert pas mal, pas mal de questions. J'espère que toute la commu a un petit peu a pu en tout cas prendre connaissance et a appris un petit peu ce qui était donc knowledge process et mieux compris. Et peut-être que si jamais certains ont des questions, ils peuvent nous les poser, tout en restant évidemment bienveillants, s'il vous plaît. Nous rejoindre dans le Telegram sans problème, s'ils le veulent. Alors, on a un AMA, donc il paraît que je fais des AMA complaisants. Est-ce que quelle est par exemple la problématique que nous aurions dû soulever qui ne l'a pas été? Je pense que c'est toujours voilà, c'est du Web3, c'est de la blockchain. Il y a des problématiques, les projets, on ne sait pas si ça va marcher, si ça va pas marcher. On a tous tenté notre chance sur des petits trucs. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont pas fait. Moi, tout ce que je trouve comme entre guillemets comme argument, c'est voilà la rencontre de l'équipe, comment les gens parlent de leur projet, est-ce que c'est cohérent, est-ce que ça propose quelque chose. Moi, il me semble, à vous écouter en tout cas, que effectivement il y a une approche, une idée, il y a aussi une expérience, il y a des compétences. Donc, je suis voilà, encore une fois, je veux pas pousser les gens à acheter ou quoi que ce soit. Ça n'est pas un conseil en investissement, mais si on comment dire, on peut aller faire nos recherches sur les white papers, sur les light papers, tout découpé, etc. On peut aussi écouter les gens discuter, aller rechercher l'expérience. Et voilà, c'était un petit peu, voilà, c'est un petit peu ma manière de répondre à pas mal de, pas mal de commentaires qu'on a pu voir passer dernièrement. Nous n'en voulons à personne. Nous sommes toujours bienveillants. C'est bien de se poser des questions, c'est bien de se poser les bonnes questions, mais voilà. Il faut rester objectif. Et j'espère on dit l'inverse des chillers et des projets scammy, c'est-à-dire que nous, on cherche à pas faire de gros multiples. C'est-à-dire que si jamais il y a une grosse green candle, en fait, ça limite, enfin, je dis pas que ça ferait chier, mais je suis content que tout le monde puisse récupérer son invest, mais je préfère que ça croise doucement. Tu vois, on cherche pas à avoir 10 000 holders et que tout le monde dump. Nous, au contraire, on essaye de pas déstabiliser la structure business du projet qui est déjà en place avec le token. Donc, on a une démarche qui est peut-être déstabilisante. Et je comprends du coup qu'il y a plein de gens qui disent scam ou qui puissent se dire red flag et tout. Mais pour nous, ce serait plutôt un red flag d'essayer de pousser à fond le token. Ça va pump, ça va pump. C'est pas ce qu'on espère. On n'espère pas que ça dump, mais on n'espère pas que ça pump comme de la Zanzibar, quoi. On veut pas ça. On nous parle justement, comme tu parlais du token. C'est vrai que, quand on va sur le site, donc on tombe sur le site, c'est Kaino Coin, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Effectivement, donc c'est immédiatement le token qui est mis en avant. Et quand on descend un petit peu, on regarde donc la tokenomie. En termes de pourcentage, donc on est d'accord, on en a parlé déjà un petit peu, on a 35% sur la vente, la public sale. Tu disais que avant ça, il y a quoi, 1%, 2% qui ont été vendus à
à des investisseurs privés en amont, c'est ça? 1% de public sale, même pas 1% de la supply, c'est des montants. Oui, 1% de la public sale, donc c'est même pas, voilà, sur les aujourd'hui, la public sale, elle en est à combien? Presque 50%, c'est ça? C'est ça, 50 récemment, on est où? 45,4%. Voilà, donc on me demande d'ailleurs combien ça représente en termes de fonds. 1,1 million. 1,1 million, très bien. Et donc là-dessus, tu disais, voilà, il y a sur ces 1,1 million, les partenaires, etc., qui ont acheté ça avant, ils l'ont acheté à quel prix d'ailleurs? Alors, il y a eu 3 paliers. Il y a eu le premier sur les, je ne sais plus combien de pourcentage, c'est 12%, qui l'ont à 0,0025. Le deuxième Ça, palier. c'est dans la public sale, hein, tu me parles. Ouais, il n'y a pas eu d'autres coûts avant. Il n'y a pas eu moins cher que ça. D'accord, donc les partenaires qui sont rentrés en amont, eux, ils ont payé ce prix-là. Pas tous. Il y en a qui ont payé le deuxième palier, à 0,0050. Ouais, Okay. En fait, la personne c'est un investisseur privé, qui est un notaire de Genève, qui a le plus gros bag en perso, lui, il est rentré à 0,005. Et là, je crois qu'on vient de passer le palier, ou peut-être qu'on va le passer bientôt. Oui, je l'ai vu, là, il est monté à 0,75. Ouais, ça, c'est le dernier palier, ce sera le dernier prix, et c'est le prix du launch, quoi. Mais il n'y a pas eu d'antécédent avant ça. Voilà. D'accord. Et donc, sur la tokenomie, donc on est là-dessus. Il y avait des gens qui s'inquiétaient un petit peu sur toutes les réserves, entre guillemets, qui restent à la disposition de l'équipe. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait une partie, bon alors je reprends vite fait, je regarde pour pas dire de bêtises, mais il y avait donc une partie de rewards de stacking, une partie donc qui est consacrée aux récompenses, donc le learn to earn, une partie marketing, on est à 45, et la stratégique réserve qui est à 10, ça montait à 55%. Donc il y a des gens qui disent oui, donc du coup l'équipe a 55% de la supply entre ses mains. Alors, déjà sur le staking et les récompenses et le learn to earn, c'est via smart contract. Donc, donc vous n'avez pas la main mise sur ces tokens. On a la main sur le développement des smart contracts, mais je veux dire, à un moment donné, faut bien qu'on ait des tokens pour pouvoir rétribuer les gens comme on dit qu'on va le faire. Ils sont en open source, les smart contracts? Ils seront en open source, et tout ça seront dans des wallets, des safes, qui seront multisig, mais visibles. On n'a pas de vocation à cacher quoi que ce soit. Donc nous, dans les mains, en effectif, on va avoir la partie équipe développement qui va viser à recruter la suite du développement commercial et tech. Marketing et partenariat, 5%, et puis cette réserve stratégique qui est au cas où il faille faire des activités ou j'en sais rien, il faut toujours avoir un petit, toujours garder un petit peu. Il faut faire un reload. C'est ça, si on veut faire un launchpad round 2, j'en sais rien, c'est bien d'avoir un petit coussin. Mais non, on n'a pas vocation à avoir tout ça entre les mains et à faire ce qu'on en veut, quoi. Ah oui. Je pensais qu'effectivement, c'était d'ailleurs plutôt clair, mais ça ne l'est pas visiblement, sur le fait que la partie qui est dédiée au fondateur, avec un S, un fondateur, est finalement assez réduite. Nous, on a effectivement des tokens en quantité vraiment ridicule par rapport à la totalité de la supply, et je ne crois même pas que l'équipe réunie représenterait une baleine, parce qu'on est à beaucoup moins de 10% en équipe réunie sur le fait qu'on possède ça, quoi. C'est vraiment réduit. Le but du jeu, c'est vraiment que ce soit alloué, utilisé, et que ça soit fonctionnel. Donc, c'est ça. Et nous, on a voilà, la partie business, on va dire en euros, mais pas en fiat, qu'on développe et qui tourne et qui va faire générer du chiffre sur la société. Donc, on ne repose pas sur le token pour pérenniser l'activité de Knowledge Process. De notre côté. Ça, c'est important. C'est important. Et du coup, donc on a parlé, les smart contracts, etc. Vous, donc pour l'équipe, je voulais savoir si vous aviez un vesting de team. Voilà, quelqu'un pose la question à l'instant en même temps. Est-ce que vous, les tokens, on va dire, qui sont pour l'équipe, etc., on parlait donc d'un pourcentage quand même assez réduit. Moi, j'avais vu 5%, mais c'est peut-être pas 5, c'est 10. Enfin bref. Donc, c'est 10 pour l'équipe et le développement. Donc en fait. Oui, voilà. C'est peut-être dans le light paper, c'est plus précisé que sur le site en lui-même, quoi. Ouais, dans le light paper, on a juste la mention qu'on a des périodes de vesting sur les durées. En fait, entre fondateurs, sur vraiment donc les tokens de l'équipe, c'est 6 mois de cliff et un vesting progressif ensuite. Donc nous, en fait, on ne peut pas vendre. Et pour le développement, c'est différent parce que si c'est au travers de contrats de Knowledge Process, dans ce cas-là, il n'y a pas de vesting puisque c'est en fait du salaire. Et on ne veut pas payer les devs qui puissent ensuite pas faire ce qu'ils veulent.
Oui, voilà, puis bon, après, si c'est du salaire, c'est tous les jours qu'on mange, quoi. voilà, Hein, donc là, il n'y a pas vraiment de il y vesting. a loyer à payer. Enfin, on ne va pas payer 100% en token, ce sera des panachés. Mais donc, il y a du vesting pour toute l'équipe et les associés et très peu pour les sommes qui vont être dédiées au développement effectif de la plateforme. De même que si on fait un partenariat commercial et qu'on envoie, je sais pas, 0,5% de cette somme, bah, on ne peut pas mettre un vesting dessus, parce que sinon, en fait, on ne paye pas. Donc, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, si on va dire, si les devs acceptent d'être payés en token, bah, évidemment que quoi qu'il en soit, il faut qu'ils soient payés par leur travail. Enfin, c'est le principe, quoi. c'est ça. Donc voilà, on me demandait combien de mois de vesting après le cliff pour la team. Donc c'est 6 mois et après il y a un vesting progressif pendant Ouais, combien je de crois temps? que c'est linéaire sur 6 mois encore. Enfin, Yvan, tu me corriges, mais Oui, je crois que on c'est a ça, effectivement. D'accord. Ça commence à se débloquer dans 6 mois et sur 6 mois. Donc, voilà. Voilà. Et c'est au travers de Talium. D'accord. C'est eux qui gèrent la distribution et la Ok. maintenance des schémas de cliff et de vesting. D'ailleurs, on a les tutoriels qui vont arriver là, dans les prochains jours, sur comment créer un MetaMask et ensuite comment bien faire son KYC sur Talium. Et c'est là-dedans que vous verrez l'espace où vous pouvez claim pendant la période de vesting. Et puis ensuite, comment ajouter un custom token dans MetaMask. Voilà. Et donc, ouais, c'est assez bien fait le vesting de Talium. Voilà. Quelques questions peut-être encore, je sais pas, de la commu. Bon là, ça fait déjà un long live, on a dépassé l'heure. C'était bien, on a parlé de pas mal de choses. Et puis j'ai l'impression... à Talium, c'est quoi? C'est l'organisme qui s'occupe des KYC, c'est ça? Ouais, Talium, c'est Talium Assets. C'est une boîte suisse, Talium, Talium-assets.com. Il s'occupe de faire de la distribution pour pas mal de projets, de l'audit de smart contracts. C'est une boîte qui est très solide, qui est dans plus de 10 pays, qui fait de la compliance. Voilà. Et qui a un nouveau prestataire pour le KYC qui est SumSub. Ah oui, on a SumSub. SumSub, c'est le prestataire de KYC derrière, avec lesquels on passe, qui sont déjà sur des plateformes d'ailleurs de crypto, je crois. Hein. C'est les mêmes process de compliance. Ok. Écoutez, moi, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à préciser. Je regarde un petit peu ce que je m'étais noté, mais je pense qu'on a quand même pas mal abordé de sujets. Je suis content que vous soyez venus tous les deux et que vous ayez pu aussi apporter votre manière de voir les choses et de défendre votre projet. C'est vrai que c'est pas facile dans le Web3 et dans l'écosystème de la blockchain. Tout le monde voudrait que les projets soient portés par des stars, mais rentrer en early stage, mais être assuré de faire des multiples, etc. Nous, au Journal du Coin, bah, c'est vrai qu'on a aussi cette manière de faire qui est parfois de parler de projets qui nous paraissent, on va dire, legit, même si, encore une fois, personne ne sait de quoi est fait l'avenir du token en lui-même, mais en tout cas, c'est toujours bien d'en parler directement. Les gens vous voient, les gens voient de vos visages. Il y a, voilà, derrière le digital et le Web3, il y a de l'humain. Donc, on peut retrouver les profils sur LinkedIn, voir vos expériences, voir que donc vous êtes doxé. On sait où vous êtes, on sait qui vous êtes. C'est ça. Vous n'êtes pas des anonymes derrière des pseudos qui lancent des meme coins, là, je veux dire, à la pelle. Mais effectivement, après, c'est toujours difficile. Est-ce que le modèle va fonctionner ou pas? Vous avez donné en tout cas votre vision de la chose. J'espère que la communauté aura apprécié l'échange. Je pense qu'on est arrivé au bout de cette interview. Je vais en profiter pour dire donc à toute la commu. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc tous les liens du site, etc. On a partagé ça régulièrement sur tout le chat, mais on a aussi écrit des articles sur le Journal du Coin que vous pouvez retrouver. Et vous pouvez donc retrouver les liens importants. Vous allez pouvoir. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la KNO Academy. Peut-être que tu vas en dire
2 mots parce que c'est justement là que commence entre guillemets on peut finir par ça. Ouais. On peut finir par ça. Alors, Kaino Academy, on avait une version 0 qui était en ligne depuis quelques semaines, où on a déjà 250 formations. Là, on vient de finir la version 0.5, à peu près, qu'on a mis en ligne. Vous pouvez mettre le lien? Non, ouais, c'est kaino.academy. Alors, tout n'est pas encore totalement fini, totalement fonctionnel, mais les formations qui sont dessus sont déjà là. On est en train de... En fait, c'est surtout l'infrastructure qu'on a changé entre la version 0 et la version 0.5. Donc, on a plein de changements à faire pour que ça fonctionne. L'idée, c'est que dans quelques semaines, on puisse avoir la première version avec le token intégré, les formations, et du coup, pouvoir ouvrir aux formateurs. Et donc, là-dessus, effectivement, nous, on avait la volonté d'avoir déjà une plateforme fonctionnelle avant le launch, ce qu'on a, même si ce n'est pas le scope final, évidemment, de ce qu'on veut faire. Voilà. Et donc, après, l'intégration de Sequentia, le modèle d'IA, ça va être d'ici 1 mois et demi, 2 mois pour la version 0 qui va permettre de pouvoir dialoguer avec des cours vidéo comme si c'était un chatbot donc, et qui te fasse un montage. Si par exemple, j'apprends la thermodynamique, fais-moi un montage sur les pulsations, j'en sais rien, boum, il fait un edit en temps réel et tu peux te balader dans la vidéo comme si c'était en fait dynamique. Donc, ça, c'est la première itération de ce qu'on va faire avec Sequentia et ça va être dans 1 mois et demi, 2 mois, quoi. Voilà, sur nos académies. Et ah oui, dernière, excuse-moi, je suis en train de regarder aussi. On va faire ça rapidement, mais je pense que c'est intéressant et important. Donc, je regardais la roadmap Q2 2025. Vous avez prévu ensuite, une fois que vous aurez terminé l'émission et la vente, vous avez prévu donc de mettre en place des pools. De rentrer en contact avec des exchanges centralisés, décentralisés. Ouais. Alors, le DEX, ça va être dans les 2 semaines. On va être sur QuickSwap. Voilà, pour que tout le monde puisse progressivement rentrer, sortir. Et après, on est en discussion avancée avec un tier 2 exchange qui a beaucoup de volume à 24 heures, c'est-à-dire entre 2 et 3 milliards par jour de volume, mais qui n'est pas un tier 1 non plus, puisqu'on ne cherche pas à vider nos liquidités pour juste se lister sur KuCoin ou sur Kraken. Mais on est en discussion avancée avec un sex. On sera dessus sûrement. Je sais qu'on ne peut pas trop... Avant que ça soit officiel, vous ne pouvez pas en parler. Sinon, après, tu n'as plus le partenariat, si tu en parles. Et ça sera... Mais oui, c'est ça. Mais en revanche, peut-être que tu peux me dire si il sera accessible aux Français. Ouais, il sera accessible aux Français et il sera facile de rentrer. Très bien, très bien. Donc, ok, bon c'est bien parce que du coup, je sais que les équipes justement sur les SEX et les DEX font aussi leur boulot en termes de due diligence. D'ailleurs, c'est dans les commentaires que j'ai pu voir passer cet après-midi, c'est vrai qu'on a fait. Ah oui, tiens, je vais terminer là-dessus. Donc, on a lancé un petit giveaway. Enfin, vous avez voulu faire un petit giveaway, donc il y a quelques tokens à gagner. Sur le Twitter du Journal du Coin. Et sur le Twitter, donc parmi les choses à faire, j'avais demandé à faire à mettre en commentaire une formation qu'ils aimeraient voir sur Knowledge Process. Et il y en a une que j'avais trouvée assez rigolote, c'était apprendre à faire une due diligence. Pourquoi pas. Ça pourrait être marrant. Ça pourrait être drôle, ouais. Puis on est plutôt calé sur le sujet, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, après, quelque part, c'est légitime. Alors, c'était un petit peu... le ton était un petit peu trollesque, on va dire. Mais d'un autre côté... Évidemment, ça serait intéressant d'avoir des gens qui effectivement apprennent à faire le process des due diligence, etc., et donner leur avis. Pour répondre aux commentaires que je vois passer sur le chat, non, évidemment. Alors les DEX, évidemment, c'est beaucoup plus simple de monter une pool de liquidité que sur un SEX. En revanche, sur un SEX, c'est une garantie que les exchanges centralisés font de la due diligence. Garantie. Alors après, ils ont leurs propres critères, hein, ça les empêche pas de lister du même coin, par exemple. C'est ça. Donc voilà. Mais en revanche, quand on parle de projet Web3 avec une intention, on va dire, et un projet carré, en général, ils essaient d'éviter au maximum de se retrouver sur
sur du rug pull et ce genre de choses. Voilà, c'est quelque chose sur lequel ils sont assez vigilants. Voilà. Vous me croyez pas. Ouais. C'est comme ça. Donc voilà, écoutez, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On va rediffuser cette interview qui s'est un peu éternisée, mais on avait pas mal de choses à aborder. Allez faire un tour sur le site de Knowledge Process. Renseignez-vous, faites votre due diligence, écoutez, comparez, et puis voilà. Je pense que c'est, entre guillemets, une bonne manière de conclure la vidéo. Voilà. À bientôt à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour votre temps et merci au journal du Coin. Merci Yvan, merci Benjamin. Et puis, un de ces jours, j'espère, à bientôt. Allez, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Salut.